bonjour. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update FM. Alors je n'ai pas beaucoup d'annonces à vous faire, si ce n'est que avec la chaîne Elodie, ça y est, nous nous sommes fixés des dates pour une lecture commune. Alors je le rappelle ou je vous informe si vous ne le saviez pas. Donc nous avons depuis maintenant, ça doit faire, bon, je crois que c'était prévu peut-être plus vers mars, mais Elodie n'a pas pu, elle a eu des empêchements, donc nous avons reporté là en avril et nous allons la commencer incessamment sous peu. Donc il s'agit, alors je crois que je vous l'avais un petit peu déjà annoncé, il s'agit d'une, je regarde s'il n'y a pas trop de reflets, oui ça doit être bon là, il s'agit de Une cosmologie de monstres de Sean Hamill, et donc nous allons commencer la lecture commune lundi prochain, le 17 avril, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 10 avril, jour de Pâques. Donc bien, nous comptons lire ça sur une semaine, je crois, et vous aurez nos comptes rendus bien après. Alors j'espère que ce sera avant la fin du mois d'avril, d'autant plus que, bon, évidemment, je suis en cours sur d'autres lectures, et j'espère avoir le temps de vous faire un autre point avant la fin du mois. Bien, à part cette information, actuellement, bien, je n'en ai pas d'autres à vous donner. Aussi, je vous invite tout de suite à suivre l'update FM du jour. Mais d'abord, le générique. Le roman dont je souhaite vous parler maintenant, donc c'est un roman que j'ai découvert, un auteur que je découvre également, puisqu'il s'agit de José Carli et de son roman Albertine. Albertine. C'est un très très beau roman. Et donc n'allez pas y chercher de l'horreur, de l'épouvante, du gore, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit, comme le dit l'auteur lui-même, il s'agit d'un conte fantastique. Et c'est une très belle histoire. Alors, que raconte cette histoire? Eh bien, d'abord, nous avons au début donc un personnage, le protagoniste en fait de l'histoire, qui s'appelle Julien, qui est un jeune homme et qui est avec sa mère à l'église pour assister aux funérailles à la messe donc des funérailles de son père. Et alors qu'il croyait que son père était quelqu'un qui vivait reclus, qui ne côtoyait personne, qui était vraiment esseulé, tout seul, qui rejetait le monde, il se rend compte à l'église, au moment où il y a cette messe, que l'église est remplie de gens qui connaissaient son père et qui l'appréciaient. Et il découvre que tous ces gens sont très très affectés par sa disparition. Son père meurt brutalement d'une crise cardiaque dans son jardin. Et sa mère, près de lui, est également complètement effondrée. Et à ce moment-là, il se rend compte d'une chose, c'est que lui ne ressent absolument rien. Et cela, évidemment, ça fait penser à un personnage célèbre, créé par Albert Camus, dans son roman L'étranger, ça fait penser à Meursault. Et d'ailleurs, l'auteur que j'ai eu l'occasion de rencontrer, comme je vous le disais, pendant le salon du livre de Bondu, m'a effectivement confirmé qu'il y avait bien une référence
à Albert Camus, à l'étranger, et en particulier, même dans le titre Albertine, donc qui renvoie à Albert, quoi. Alors, je reviens au récit lui-même. Donc, en fait, Albertine, qui donne son titre au roman, n'apparaîtra pas tout de suite. On va passer plusieurs chapitres avec Julien. Et on va découvrir que c'est un être attachant, mais qui doit faire un gros travail sur lui-même pour apprendre à éprouver des sentiments. Et ce qu'il n'éprouve pas en fait. Il a perdu toute sensation, tout sentiment. Donc, il mène une petite vie, les banquiers, et il mène une petite vie donc de banquier, de conseiller en banque, avec une chef d'ailleurs avec laquelle il ne s'entend pas du tout, qui est terrible. Enfin, si vous lisez, vous verrez, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est inhumain aussi, mais pas de la même façon que Julien. Julien, lui, souffre du fait de ne pas éprouver de sentiments. Et sans trop divulguer la suite, l'un des arcs narratifs importants du récit, c'est ce cheminement que va suivre Julien vers le retour ou la redécouverte ou la découverte d'une certaine humanité liée à l'affection, à l'émotion, au lien avec les autres. Donc ce qu'il a complètement perdu. Alors va apparaître bizarrement, un soir, je crois, c'est quand il prend le bus, va apparaître une petite fille. Elle doit avoir 7 ou 8 ans qu'il va appeler Albertine, puisque cette petite fille très étrange ne connaît pas ni son identité, ni ses parents. Enfin, elle ne sait rien. C'est comme si elle n'avait aucune mémoire. Et elle dispose en plus visiblement de pouvoirs magiques. D'ailleurs, Julien va la surnommer la petite sorcière. Et effectivement, Albertine va lui apprendre en quelque sorte avec sa magie, plutôt pas à travers, mais avec sa magie, à éprouver des sentiments. Et donc une grande partie du texte va développer cette relation entre Albertine et Julien, qui va fortement s'attacher à elle, et au point que le jour où des gens alors je crois que ce sont les services sociaux, enfin ils se prétendent des services sociaux, vont venir chercher Albertine chez lui et l'emmener. Donc de ce jour-là, il va absolument tout faire pour la retrouver. Donc ça, c'est, disons, l'aspect réaliste. Mais c'est loin de recouvrir tout ce qu'il y a dans ce roman. En effet, alors là j'ai pris un peu de notes. Donc en effet, on va avoir donc avec cette petite fille étrange et avec Julien, on va avoir aussi un certain nombre de chapitres, de séquences qui vont se dérouler dans un univers visiblement parallèle, onirique, et assez inquiétant. Assez inquiétant. Et évidemment, et d'ailleurs là aussi l'auteur se revendique dans ses influences d'un auteur. J'ai déjà parlé de réalisme fantastique. Eh bien, ici, on retrouve cette notion. C'est un roman qu'on peut inscrire dans le réalisme fantastique, mais pas dans le sens de Garcia Marquez, mais plutôt dans le sens, alors il le dit, puisque c'est l'un de ses auteurs préférés, je l'ai noté, je crois, mais je ne sais pas où. Donc, il faut que je fasse appel à ma mémoire, encore une fois.
je ne sais plus, Graham Joyce, je crois, hein, c'est Graham Joyce. Je crois même que j'avais fait une chronique de l'un de ses romans. Graham Joyce, je vérifie hein, parce que je veux être sûr. Oui, voilà. Donc, il admire, comme Graham Joyce, enfin, voilà, je vous lis toute la phrase, ça sera plus clair. Ces textes se nourrissent de ses lectures classiques autant que des auteurs de littérature fantastique qu'il admire, comme Graham Joyce, Neil Gaiman et Orson Scott Card, donc qui sont des auteurs assez connu, même très connu. Et là, il faut entendre réalisme fantastique au sens de Graham Joyce. C'est-à-dire qu'on a deux mondes, le monde de la réalité, du quotidien, et un monde parallèle, un monde onirique, un monde magique, dans lequel bien, les personnages passeront de l'un à l'autre d'abord Albertine, puis Julien, et puis ressortiront, etc. Donc on a vraiment là une écriture de réalisme fantastique à la Graham Joyce. Alors je ne sais plus quel roman j'avais chroniqué, il faudrait que je vérifie, mais j'en ai chroniqué un qui est exactement sur la même ligne. Bien, que dire de plus sans divulgacher, sans spoiler, sans divulguer? Que dire de plus? Parce que j'ai toujours peur, vous le comprenez, d'en dire trop, et en même temps, conjointement, de ne pas en dire assez. Et à chaque fois, je reste un peu sur ma faim parce que je ne sais pas vraiment si j'en ai trop dit ou pas assez dit. Donc Albertine de José Carli. Alors oui, il faut quand même que je vous précise quelque chose. Donc on a voilà cette histoire entre Albertine et Julien, et évidemment tout cela n'est pas gratuit. Si Albertine intervient dans la vie de Julien pour la transformer, la modifier, changer son parcours de vie, c'est pour une raison bien précise. Alors là, je ne vous dirai pas pour quelle raison, d'autant plus que c'est une sorte de, dans l'histoire, c'est une sorte de révélation qui arrive plutôt vers la fin du récit, même je crois peut-être dans les 4-5 derniers chapitres. Donc voilà, en tout cas moi je vous le conseille, ça se lit très bien. C'est un roman qui n'est pas très très long, hein. Il fait 233 pages. 233 pages, bon, très agréable à lire. Et donc vraiment une lecture touchante, qui renvoie finalement à notre propre condition humaine en termes de relation avec les autres. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à quelqu'un? Et bon, c'est très très intéressant. Bon, voilà. Je, je vous le conseille, vraiment, moi, il m'a beaucoup plu. Et j'ai été très content de rencontrer l'auteur au Salon du Livre de Bondu. Et je le remercie, d'ailleurs, je n'ai pas lu sa dédicace. Je le remercie de m'avoir dédicacé et je vais vous lire la dédicace. Cher Chris, parviendrez-vous à percer les mystères de... Alors, encore une fois, c'est pas les médecins, mais c'est pas toujours évident à lire. À percer les mystères de la terrible Albertine? C'est une question à laquelle, quand on a lu le roman, on peut répondre oui, nous connaissons la réponse au mystère d'Albertine. Je vous souhaite bon voyage au cœur de cette étrange histoire. Amitié. Voilà, eh bien, je le remercie beaucoup. Le roman que je vais vous présenter, c'est un roman de William Hope Hodgson,
qui s'intitule La maison au bord du monde. Alors le voici. Et ce roman est très intéressant puisque c'est un des romans qui a influencé notablement Howard Philip Lovecraft. Et d'ailleurs, si l'on regarde la 4e de couverture, ce n'est pas un résumé, mais c'est une citation extraite d'un essai de Lovecraft qui s'intitule Épouvante, alors je vais vous donner le titre exact, Épouvante et surnaturel en littérature. Donc cet essai, on peut le trouver dans d'anciennes éditions à part, mais sinon on le trouve aussi dans le tome, c'est le tome 6 des rééditions de l'intégrale de Lovecraft. Qui est, le tome 6, ça regroupe en fait les essais, les poèmes, etc. Voilà, donc 4e de couverture, bon, je ne sais pas si, je vais peut-être vous la lire un petit peu. La maison, donc il cite le roman lui-même, hein, c'est Lovecraft qui parle. La maison au bord du monde est sans doute le chef-d'œuvre de Hodgson, dit-il. C'est l'histoire d'une maison abandonnée et maudite en Irlande qui est le point de concentration de hideuses forces souterraines et qui soutient le siège lancé par des monstres hybrides et blasphématoires issus d'abîmes insondables. Bon, je m'arrête là. Évidemment, vous pensez tout de suite à l'horreur cosmique. Alors, puisque c'est Lovecraft qui va utiliser pour la première fois donc ces termes horreur cosmique. Alors, en quoi ça consiste l'horreur cosmique? Donc, j'ai pris quelques notes, même si je pense que bon, vous êtes informés. Je rappelle, juste pour qu'on parte du même point de départ. Donc, alors je l'ai noté, je vais vous lire, ça sera plus simple si je retrouve. Voilà. Donc j'ai écrit un petit texte pour résumer ce qu'est, comment faut-il entendre l'horreur cosmique telle que l'a définie Lovecraft. En employant l'expression horreur cosmique, Lovecraft indiquait que son chemin d'écriture explorerait une nouvelle voie. Et ces textes ne seraient ni à proprement parler de la science-fiction, ni à proprement parler de l'épouvante. Ça serait une combinaison des deux. Donc en utilisant cette expression, horreur cosmique, il suggérait en fait l'idée que d'une part, ces récits relèveraient de la science-fiction. Alors effectivement, hein, quand on lit Lovecraft, eh bien on retrouve par exemple le thème de l'alien qu'on peut directement rattacher à ce qu'il appelle les grands anciens, ces créatures qui ont jadis occupé la Terre. Alors justement, donc ce sont devenues des créatures extraterrestres. Elles l'étaient au départ, elles ont occupé la Terre un certain temps et elles se sont retirées. Donc ce sont des créatures extraterrestres qu'ils nomment les grands anciens. Qui ne sont donc pas des dieux, mais des êtres très puissants qui ont donc, comme je vous le disais, jadis possédé la terre. Ils en ont été chassés et d'autre part, donc pour les hommes qui ont ensuite occupé la terre, donc bien plus tard, bien après le retrait des grands anciens, il s'agit de créatures, donc pour les hommes, ce sont devenus des créatures surnaturelles qu'on peut éveiller. Alors j'emploie à dessein le terme éveiller, hein, puisque si vous connaissez un peu Lovecraft, il est souvent question de grands anciens endormis qu'on peut réveiller. Et on peut les réveiller comment? Eh bien, on peut les réveiller en faisant appel au savoir traditionnel,
c'est-à-dire par exemple la sorcellerie, la cabale, l'alchimie. Et donc effectivement aussi les mathématiques. Hein, c'est à la fois des sciences occultes traditionnelles, mais aussi des sciences plus exactes, plus scientifiques entre guillemets. Donc voilà comment on peut définir l'horreur cosmique. Donc c'est cette espèce de liaison SF et épouvante. Et évidemment, Lovecraft va développer le côté épouvante. Et finalement, il ne va pas tellement s'intéresser à ce que sont devenus ces créatures, ces grands anciens, ces extraterrestres. Bon, voilà. Alors, autre petite remarque, donc c'est déjà assez curieux hein, d'avoir une quatrième de couverture qui ne résume pas l'histoire, mais qui cite un autre auteur. Alors, il y a un chat qui passe, c'est Tsuki qui passe. Bon, enfin bref. Alors, il y a une préface également par on peut dire que c'est un auteur qui a aussi des affinités avec Lovecraft, puisqu'il s'agit de Brian Stapleford, je crois. Stapleford, je vérifie. Hein. Oui, Brian Stapleford, donc qui a écrit plusieurs recueils très inspirés de la mythologie Lovecraftienne. Donc il y a une préface de quelques pages, une préface biographique qui nous explique, qui nous raconte, là aussi j'ai pris des notes, j'ai pris beaucoup de notes, et qui nous explique, je vais vous la résumer parce qu'elle est assez intéressante pour connaître un peu mieux l'auteur. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Donc William Hodgson donc est né en 1877 et il est mort en 1918. Et il est mort en 1918, vous l'aurez compris, il est mort à la fin de la de la Première Guerre mondiale, et il est mort pendant la bataille d'Ypres, donc en Belgique. Tsuki, elle réclame. Bon, alors donc William Hodgson est en fait le deuxième enfant d'une famille de 12 enfants, dont le père était un pasteur. Et lui n'a jamais été convaincu par les idées religieuses de son père. Donc très vite, il va prendre un autre chemin, et à l'âge de 14 ans, hein, c'est ce qui est écrit là, à l'âge de 14 ans, il va entrer dans la marine marchande comme mousse, et il va y rester 7 ans. Et si vous lisez un petit peu Hodgson, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de nouvelles déjà où la menace, la terreur vient des grands fonds, en fait, de la mer, de l'océan, des océans et des grands fonds. Et pourquoi Parce que en fait, son expérience de mousse, de matelot, eh bien, lui a montré les conditions extrêmement difficiles de vie des pêcheurs. Et ça l'a vraiment marqué, au point que donc ça ressurgit sans cesse dans ses textes. Et il n'a pas écrit que de l'épouvante, il a aussi écrit d'ailleurs des textes plus à caractère réaliste et documentaire sur... Je crois que ça s'est arrêté. Je le relance. Excusez-moi pour cette interruption, il y a eu une petite coupure, donc je reprends, je ne sais plus trop où je m'étais arrêté. Je crois que je parlais de la préface de Brian Stapleford, et donc je vous disais que l'auteur William Hodgson avait été pendant 7 ans dans la marine marchande, et que les conditions de vie des pêcheurs l'avaient horriblement marqué. Bon ben, je vais passer à la suite et passer au roman lui-même, parce que je ne sais plus très bien où j'en suis dans mes notes. Donc
Voilà. Alors, parlons du roman lui-même, de la maison au bord du monde. Donc, l'histoire, bon, elle est assez simple. On a donc deux amis qui partent en Irlande pour leurs vacances. Ils vont randonner, et camper, pêcher, enfin, etc. Et donc, au cours de leur randonnée, ils vont découvrir une ruine. Et dans cette ruine, l'un des deux va trouver en fait un livre. Et il va demander à son ami de lui lire à haute voix, de lui raconter, de lui lire à haute voix ce livre. Et ce livre est en fait une sorte de journal qui va nous raconter l'histoire de cette maison au bord du monde. Alors, tout de suite, je voudrais préciser que monde, il faut l'entendre au sens quasiment antique, c'est-à-dire cosmos. Le monde ici, c'est le cosmos, c'est l'univers. Donc, quand on lit donc ce roman, qui est donc Brian Stappleford le considère comme une sorte d'œuvre composite, qui en fait on a deux textes qui s'entremêlent. Bon, on trouve assez souvent ça chez Hodgson. Et donc on a le récit qui raconte l'histoire de ces deux randonneurs, et on a le contenu du journal, enfin du livre, qui est, disent-ils, en relativement bon état, et donc très lisible. Et on va donc dans un second temps, en fait, changer de narrateur, puisque le narrateur devient le narrateur du journal et nous raconte l'histoire de cette maison où peu à peu donc arrivent des créatures assez, même très inquiétantes. Alors, ce sur quoi je voulais insister, c'est que en fait, on a un véritable trip narratif. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, parce que en fait, on a donc ce deuxième narrateur raconte une espèce de voyage, un voyage, c'est ça que je qualifie de trip narratif, un voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Et on bascule vraiment là dans autre chose, dans de la science-fiction presque, j'ai envie de dire, pure et dure, puisqu'on va traverser le cosmos, on va traverser le temps, on va assister donc à la fin des planètes, des soleils, des étoiles plutôt, à la fin pratiquement de l'univers. Et la maison, elle, va, comme dirait le philosophe Spinoza, elle va persévérer dans l'être, puisqu'elle va durer et traverser toute cette durée, en fait, tout ce temps. Elle va parcourir en quelque sorte des millénaires et des millénaires. Donc c'est un roman extrêmement particulier, en fait, très particulier, et donc avec une espèce de trip complètement d'envolée comme ça, complètement délirante, presque de voyage à travers l'espace et le temps. Je pense que si vous voulez avoir une idée finalement des sources d'inspiration de Lovecraft, c'est effectivement très... Je vous conseille vraiment ce roman, même si a priori, quand on le lit, c'est vrai qu'on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où on quitte la Terre, on voyage dans l'espace, on revient. Alors est-ce que le narrateur est devenu lui-même un esprit et qu'il comme ça vit une éternité? L'idée est suggérée. Je ne vous en dirai pas plus. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la lecture
de La maison au bord du monde. Et je compte, alors j'ai un autre Hodgson que je compte également lire, donc je crois qu'il est quelque part, si je le trouve, je vous le montre. Ah ben, il doit être, voilà. Donc et je vous le présenterai aussi. Donc celui-là, Horreur tropicale, c'est ça, hein, l'horreur tropicale. Donc c'est un recueil de nouvelles et qui justement s'appuie beaucoup plus sur les créatures horribles, les monstres qui habitent les abîmes. Voilà. Eh bien, passons au suivant. Vous savez peut-être déjà de qui je vais vous parler maintenant, puisque son visage est juste là, là. Donc il s'agit de Junji Ito. Et je vais vous parler de cet album, de ce manga qui s'intitule Sansor. Alors d'abord, peut-être qu'il est bon de savoir donc qu'il a d'abord été, ce n'était pas au départ un album relié comme ça. Ça a été donc publié par Mangetsu en 2021, mais auparavant, donc c'est paru au Japon sous la forme donc d'une série d'épisodes qui vont ensuite, donc en 2019, on était en 2019, qui vont ensuite être compilés. Alors le découpage en épisodes d'une seule série se ressent parce que là c'est devenu un chapitrage, même si pour chaque chapitre on sent bien que c'est quasiment une histoire en soi, et on sent aussi ce côté serial parce que eh bien, dans chaque chapitre, il y a un petit rappel. Alors, c'est pas énorme, c'est une ou deux vignettes, mais un petit rappel de la situation précédente. Donc, en 2021, Mangetsu publie sous la forme donc d'un livre relié Sansor, et, ben, je vais vous en parler plus précisément. Mais tout de suite, j'ai une petite remarque à faire sur le titre Sansor. Donc je vais encore une fois, comme j'ai l'habitude de le faire, vous rapprocher la couverture pour que vous voyez bien. Donc si vous observez alors j'espère qu'on le voit bien, si vous observez le titre, vous voyez que sur le haut de Sansor, donc à l'intérieur du haut, il y a un symbole. Alors c'est un symbole qu'on va retrouver évidemment dans le récit et qui a un rôle très particulier, donc puisqu'il désigne, alors je ne vais pas trop en dire, il désigne euh, un groupe de entre guillemets fanatiques religieux. Bon, mais c'est assez, on peut le deviner à la lecture, simplement à la vision du symbole, puisque c'est un symbole qui rappelle d'autres symboles ésotériques. Alors, donc maintenant j'en viens au... je vérifie mes notes parce que j'ai pris des notes, il ne faut pas que j'oublie. Oui, j'en viens au chapitrage lui-même. Alors il est intéressant ce chapitrage parce que donc là j'ai mis, pour ne pas me tromper comme je le fais souvent, j'ai mis des petits post-it de couleur jaune pour le chapitrage et rose pour vous montrer quelques images. Donc d'abord le chapitrage. Alors je vais vous le montrer. Donc si tout fonctionne, voilà. Normalement j'ai vérifié, hein, j'ai essayé, ça marchait. Mais évidemment quand je fais les prises de vue, il y a tellement de trucs à penser en même temps que eh bien, on en oublie la moitié. Donc, premier chapitre. Je vous montre la page de garde du premier chapitre. Donc, que va-t-on... Ce premier chapitre, il s'intitule « Les fils de la Vierge ». Alors, je pense que tout le monde sait à quoi il est fait allusion. Les fils de la Vierge, hein, ce sont ces filaments qui volent dans l'air et ou qui sont entre des branches d'arbres quand on se promène, et donc on trouve le matin de bonne heure. Donc là,
on va avoir un rapport avec ces fils. Alors ça va être appelé des filaments volcaniques. Mais je reviens au chapitrage. Donc pour chaque tête de chapitre, on va avoir en fait une page de garde qui nous présente les personnages qui vont figurer dans le chapitre. Et ici, donc, on aura le personnage. Alors, on pourrait penser au début que c'est le personnage principal, mais je vais vous expliquer que, en fait, ça ne sera pas le cas, même si c'était prévu comme ça par Junji Ito au début. Mais ça a évolué autrement parce qu'il a fini par se demander, enfin, il a fini très vite, il s'est demandé si c'était la bonne orientation. Alors, on a le personnage qu'on a ici. Alors, elle s'appelle, son prénom c'est Kyoko. Et donc Kyoko est en chemin, randonne en fait, et va croiser donc un autre personnage qui lui est un personnage vraiment secondaire, mais c'est le premier personnage qu'elle va croiser sur son chemin. Je vous montre le deuxième chapitre. Ah, cette fois c'est bon, ça marche. Alors vous voyez encore une fois, on retrouve donc les personnages qu'on va trouver actifs dans le chapitre. Donc on revoit à nouveau Kyoko qui est là derrière et on voit qu'elle est cette fois en arrière-plan. À côté d'elle, de l'autre côté du personnage central, il y en a un autre qui aura aussi un rôle important dans ce chapitre et qu'on va retrouver jusqu'à la fin. Donc Kyoko et ce personnage, dont je ne dirai pas grand-chose, deviennent deux personnages secondaires et se dégagent en premier plan. Donc le personnage qui va devenir le protagoniste de l'histoire. Il s'agit d'un journaliste. Alors j'ai noté également son nom, c'est Wataru, donc qui est là en avant-plan et qui va mener une enquête sur Kyoko, qu'il va chercher à retrouver. Et je vais vous montrer, bon, on s'arrêtera là, le troisième chapitre. Voilà, le troisième chapitre, on voit apparaître deux nouveaux personnages. On retrouve encore le journaliste, mais on voit par sa taille qui sera secondaire dans ce chapitre. Et puis on voit deux autres personnages qui, eux, vont être les personnages principaux de ce chapitre. Et ce sont, en fait, c'est le père et le fils. Ce sont deux psychiatres qui ont suivi donc Kyoko et que le journaliste dans son enquête va rencontrer pour en apprendre un peu plus sur le personnage de Kyoko. Bon, et on peut continuer comme ça, bon, mais je vous laisse découvrir la suite si cela vous intéresse. Donc voilà, le chapitrage permet déjà de savoir quels vont être ces personnages importants dans le chapitre. Alors, je vois que j'ai noté un certain nombre de choses que je ne dois pas oublier. Et oui, sur les influences. Alors, je reviens à ce que je disais à propos du personnage donc de Kyoko qui est là et qui s'est avéré finalement, donc qui aurait dû être personnage principal, qui s'avère personnage secondaire, même si son rôle est quand même déterminant dans le récit, évidemment, mais ce n'est pas elle qu'on suit le plus. Alors, je voulais dire donc que Junji Ito, il y a une postface à la fin qui a été écrite par Junji Ito lui-même, où il explique en fait que ce récit est très influencé par Kazuo Umezu, et en particulier par l'un de ses, donc le mangaka, le père PAIR
le père de Junji Ito et l'un des mangaka qu'il a le plus influencé. Donc, Junji Ito explique que, finalement, il s'est orienté vers quelque chose qui peut rappeler ce manga de Kazuo Umezu, Orochi. Orochi, donc, qui met en scène également un personnage qui s'appelle Orochi et qui apparaît dans une série de nouvelles, de nouvelles mangas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de courts récits. Cette série, je crois qu'il doit y en avoir 4 tomes, 4 ou 5 tomes. Bon, et voilà, donc il s'inspire de ce modèle, d'une part, et on reconnaît évidemment à chaque fois l'influence d'Umezu. Et il y a un autre gros influenceur qui mais vous l'avez peut-être déjà deviné, qui va également marquer beaucoup ce récit, c'est Howard Philip Lovecraft. Là aussi, Junji Ito explique que effectivement, bien l'horreur cosmique est au centre finalement de la trajectoire du récit. Et quand on lit le récit, eh bien, comme d'habitude chez Junji Ito, on commence par un phénomène naturel, habituel, un phénomène quotidien, et puis peu à peu, ça prend des proportions qui atteignent donc des dimensions cosmiques. Et bon, sans trop dévoiler, évidemment, là, on comprend que les deux antagonistes, Kyoko et ce personnage qui est à la tête d'un groupe sectaire, ces deux personnages vont s'affronter comme le bien et le mal, et que ça va prendre une dimension cosmique. Bon, je regarde si j'avais d'autres choses à dire sur les influences. Je pense que non, je vous ai donné les principales. Alors, venons-en à ce que raconte Sensor. Donc, alors oui, il y a quelque chose que j'ai oublié, que je vais vous dire maintenant, mais que je pouvais vous dire tout de suite, hein, c'est que également, et c'est extrêmement important pour comprendre un peu les enjeux du récit, c'est que en fait, cette histoire s'inspire en fait de faits historiques qui ont réellement eu lieu au Japon. Bon, évidemment, c'est une fiction, hein, ça n'a rien à voir avec les faits historiques, mais ça s'en inspire, puisque au XVIe et au XVIIe siècle, le Japon, donc, sont arrivés au Japon les premiers moines catholiques qui sont venus répandre la bonne parole au Japon parce qu'ils voulaient le christianiser. Bon, on connaît ça avec, par exemple, avec l'Amérique, mais pas que. Hein. Donc là, le christianisme continue son expansion. On est 16e, 17e, on est en pleine période où c'est où c'est le plus puissant, si on peut dire, même si ça a été plus puissant au Moyen-Âge encore. Et donc les Portugais commencent à répandre le catholicisme au Japon. Mais au Japon, ça ne plaît pas, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas auprès de l'État. Et l'État, donc au Japon, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'était à la tête de l'État, il y avait ce qu'on appelait un shogun, c'était un chef souvent de guerre, et donc il y avait un shogun, et ça ne plaît pas du tout à ce shogun qui va mettre en œuvre une très très forte répression pour empêcher justement la religion chrétienne de prendre trop de place au Japon. D'autant plus qu'il y a une religion officielle au Japon, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le shintoïsme. Et le shintoïsme, alors, sans entrer trop dans les détails, est un animisme
dont le principe est que dans chaque objet, dans chaque être, dans partout, quoi, dans toute chose, il y a un esprit. Un esprit, le shintoïsme, dans sa version folklorique, et c'est un peu la forme que ça a pris aujourd'hui, c'est toujours la religion officielle. Hein. Le shintoïsme, ça n'a jamais été autre chose. Depuis le début, c'est le shintoïsme au Japon, la religion officielle. Donc aujourd'hui, ça a pris un peu, évidemment, des aspects un peu folkloriques, avec des prêtres qui se livrent à des cérémonies qui pourraient évoquer parfois la magie. Enfin bref, nous sommes dans l'animisme. Et la religion chrétienne est un monothéisme. Et donc avec un seul Dieu. Donc cette idée qu'il n'y a plus de Dieu ailleurs que dans la transcendance ne pouvait pas passer. Donc il y a eu une très très forte répression. Et les chrétiens, les catholiques japonais, donc, pour échapper à cette répression, eh bien, ont dû pratiquer leur religion en secret. Et c'est ce qu'on a appelé donc les chrétiens cachés. Et l'histoire se fonde là-dessus, sur cette idée-là, et donc elle est marquée par la religion chrétienne. Et on comprend qu'il va y avoir un affrontement entre le bien et le mal cosmique. Mais le bien, d'un côté, ce sera la religion chrétienne, en fait, oui, la religion chrétienne, et de l'autre, ça sera, bien là, on rejoint un peu notre ami Kafka, notre ami Lovecraft, puisque on va toucher à l'horreur cosmique. Bon, voilà, à mon avis, c'est quand même quelques éléments qui comptent pour bien appréhender ce manga. Voilà, donc je crois que je vous ai donné les éléments importants au début, et maintenant je vous parle juste un peu, parce que je ne veux pas trop en dire, de l'histoire. Alors l'histoire, elle est... Bon, je prends mes notes, parce que là encore, je me suis rendu compte que souvent j'oublie des choses, donc maintenant je préfère avoir un petit texte avec tous les points que je dois aborder sous les yeux, plutôt que d'écrire un petit texte, de le poser quelque part, et puis de le lire avant de parler, et en parlant, d'en oublier un certain nombre de points. Bon, là, ce ne sera pas le cas. Je vais vous présenter les éléments de base de cette histoire, et je vous donnerai après mon impression et comment j'ai ressenti ce manga. Donc d'abord, bien, on a parlé du personnage de Kyoko. Donc Kyoko, on commence avec elle. Elle est en train de se promener, de se balader, de randonner dans alors c'est dans un paysage montagneux de forêt près d'un village. Donc elle va croiser sur sa route un personnage, un villageois, qui va lui dire qu'il l'attendait. Qu'en fait il sait qui elle est, il connaît son nom, et il lui dit je vous attendais. Alors Kyoko continue son périple et se rend jusqu'au village et va avec pour guide ce jeune homme, et elle va découvrir qu'en fait tous les villageois l'attendaient. Tout le monde l'attendait, tout le monde la connaît, tout le monde l'attendait. Et donc ça sera le premier élément de ce récit. Pourquoi tout le monde l'attendait? Pourquoi tout le monde la connaît? Donc ensuite, donc on va... C'est à partir de ce... Alors c'est un peu difficile parce que du coup, à partir du chapitre 2, on va changer de personnage. Et puisque je vous l'ai dit juste avant, le personnage principal, ce ne sera pas Kyoko, ce sera ce journaliste qui s'appelle Wataru. Donc le deuxième chapitre, eh bien, on nous présente Wataru. Alors, oui, son nom complet, c'est Wataru Tsuchiyado. Donc, oui.
pour Wataru, donc lui, qui est journaliste, qui mène une enquête. En fait, il mène une enquête autour des conséquences d'une éruption volcanique qui a eu lieu quelque temps auparavant, dont il n'y a eu qu'une seule survivante. Et cette survivante, c'est Kyoko. Donc il la recherche. Et il commence par des recherches sur Internet, et ces recherches sur Internet vont lui apprendre en fait qu'il y a un étrange nuage noir qui survole la zone où justement nous étions au début, et il va décider de s'y rendre lui aussi. Donc il va poursuivre son enquête en allant dans ce village dont j'ai noté le nom. Ah oui, il est là. Kyokami. Alors c'est là que s'est rendu Kyoko, à Kyokami, et c'est là aussi, c'est vers là que va se diriger le journaliste Wataru. Et en cours de route, si je puis dire, il va voir Kyoko. C'est elle qu'il recherche, donc il va commencer à la suivre et à mener une enquête pour la retrouver. Donc on va découvrir un tas de choses à travers ses yeux à lui, et on va comprendre comment on en est arrivé à la situation. Donc non, je ne vais pas le dire ça. Simplement, je ne vais pas le dire parce que peut-être j'en dirais trop. Alors, vous savez que j'ai toujours cette difficulté. J'ai toujours tendance à beaucoup parler parce que ça me plaît, du contenu des livres, mais je sais aussi qu'il ne faut pas trop en dire pour ne pas non plus gâcher le plaisir de lecture et trop en révéler. Donc je ne dirai rien là, je vais juste passer, donc pour lancer un peu cette histoire, au troisième élément. Donc on est toujours dans l'enquête de Wataru, donc on est au troisième chapitre, et il va se rendre, donc dans cette enquête, il va se rendre dans une clinique psychiatrique où justement, donc je vous l'ai montré après, il va rencontrer les psychiatres qui l'ont suivi, les deux psychiatres, et ils l'ont suivi, l'ont traité par hypnose. Donc le journaliste Wataru essaye d'en apprendre un peu plus. Bon, voilà, je crois que je vous ai dit au moins les éléments de base pour y trouver quand même une lecture pas simplement, comment dire, pas simplement de détente, mais également enfin quand je dis détente, c'est quand même, c'est quand même un Junji Ito, donc détente, ça veut dire un peu d'horreur, mais je vais vous montrer quelques planches après. Donc ces éléments, c'est les éléments qui permettent de bien saisir la structure d'ensemble. L'histoire elle-même, donc, elle est dirigée par l'enquête de Wataru, et on découvre peu à peu donc tous ces rapports de force, et ces rapports aussi mystiques, ces rapports mystiques, même métaphysiques, entre les personnages et entre les personnages et le cosmos, enfin le monde. Bon, voilà. Alors, qu'en ai-je pensé, moi? Donc, vous savez peut-être aussi que j'ai décidé, maintenant ça fait quelque temps, de collectionner les Junji Ito et de vous les présenter aussi au fur et à mesure de mes lectures. Donc, celui-là, bien, je l'ai lu hier, je crois, hier, et ce qui m'a surtout intéressé, parce que je ne dirais pas que c'est un Junji Ito qui n'est pas exceptionnel dans le sens du dessin, même s'il y a quand même pas mal de planches très Junji Ito, je vais vous les montrer, quelques-unes seulement. Mais dans l'ensemble, ça reste un découpage assez conventionnel, bon, qui est bien mené, mais qui est clair et net, mais il n'y a pas d'éléments particuliers, sauf quelques planches. Alors,
Donc moi, comme j'apprécie beaucoup le manga d'horreur de Junji Ito, j'ai pris plaisir à lire ce manga. Mais je pense que si vous recherchez du Junji Ito plus explicite, plus démonstratif, plus explosif, plus fou peut-être, bien c'est pas par celui-là qu'il faut commencer. Moi je suis content d'avoir lu quelques autres Junji Ito avant, parce que peut-être qu'il ne m'aurait pas autant accroché si j'avais commencé par celui-là. Alors, donc cela étant dit, c'est une histoire qui m'a intéressé. D'abord, voir comment quelqu'un comme Junji Ito reprenait dans la forme du manga d'horreur un fait historique particulier. Ici, c'est la tentative par les Portugais de répandre la religion catholique au Japon, qui n'a pas marché, qui s'est d'ailleurs terminé par une grande bataille où on a même, je crois que c'est en 1600 et des poussières, je ne sais plus combien. Donc on a même Musashi, Miyamoto Musashi, le sabreur légendaire. Donc vous connaissez peut-être, si vous avez lu. Alors c'est, je sais plus, il y a 3 romans qui racontent un peu l'histoire de Musashi. Donc il y a La Parfaite Lumière, mais ça ne doit pas être le premier. Enfin il y en a 3, je sais plus. J'ai lu ça il y a très longtemps. Donc il y a eu une bataille, une grande bataille, où le shogun a mobilisé toute sa puissance militaire, toutes ses armées. Il y a eu plus de, je crois, 100 000 soldats, samouraïs, etc., qui ont donc cerné une forteresse dans laquelle s'étaient réfugiés tous les chrétiens cachés. Alors ça se déroulait dans le Japon du Sud, je sais plus exactement le nom, c'est pas très, enfin c'est dans le sud, c'est l'île la plus au sud, l'île, je sais plus son nom, enfin bref, l'île la plus au sud. Donc il y a eu une forteresse qui a été assiégée pendant des mois par les forces du shogun et qui s'est soldée par la défaite des chrétiens, puisque je crois qu'il y avait 35 000 chrétiens qui étaient réfugiés dans cette forteresse. C'était une ville, ville-forteresse. Et ils ont tous été massacrés. Ça a mis fin à la tentative d'expansion de la religion chrétienne au Japon. Et on est revenu, donc, on l'a jamais quitté, mais on est resté donc avec cette religion officielle qui est le shintoïsme. Voilà. Voilà, donc je vous montre pour terminer un peu quelques planches qui montrent bien on reconnaît bien Junji Ito. Alors là aussi, j'ai testé ma sélection, j'en ai pas mis trop, et je vous en montre quelques-unes dans le roman. Donc voilà un exemple. Alors là, on est au tout début, donc on voit tous ces filaments, ce qui s'appelle ce qui était, alors je sais plus comment c'est titré. Oui, les fils de la Vierge. Donc en fait, ce sont des filaments volcaniques, on dira après. Mais au tout début, eh bien, quand Kyoko se promène, elle arrive à proximité de ce village et elle constate que dans l'air, il y a une infinité de filaments, de fils de la Vierge qui volent comme ça et qui se dirigent, qui se collent en fait à la chevelure. Alors, élément important, on sait que pour Junji Ito, la chevelure, c'est essentiel. Et si on regarde d'ailleurs la chevelure de Kyoko sur la couverture, on voit quand même que c'est une chevelure extraordinaire. Et elle a une caractéristique, c'est que Kyoko, donc elle a une chevelure qui est complètement dorée, qui brille, et donc des cheveux d'or. Des cheveux d'or. Et comme si c'était eh bien, un assemblage de ces filaments
qui traverse la campagne. Voilà, donc elle a un point commun avec ces filaments, mais je ne vous le dirai pas, je ne vous en dis pas plus. Donc ici, voilà, deux planches même où on voit nettement, donc à la fois des filaments, mais aussi ce fond, par exemple sombre, qui établit le lien avec le cosmos. On le comprend au fur et à mesure. Je vous montre une autre planche, celle, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Voilà, voilà. Donc ça c'est Junji Ito. On reconnaît. Donc je ne vous dirai rien de cette créature, mais vous pouvez, par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez déjà imaginer ce qu'elle peut être. Donc cette créature, ici, là, qui peut être peut-être considérée comme la mise en forme de l'opposé de Kyoko. C'est-à-dire, si l'on reste dans cette logique religieuse chrétienne, donc d'un côté on aurait, en plus si la référence y est faite régulièrement, on aurait donc la religion chrétienne représentée alors c'est pas Kyoko, mais Kyoko serait plutôt comme le Messie. Mais j'en dis trop là. Et en face d'elle, donc, eh bien, le Satan cosmique. Le Satan cosmique, l'énergie du mal. Je vous montre une autre planche. Voilà, donc là aussi, on reconnaît bien le style de Junji Ito. Et c'est une planche également qui fait toujours référence à ces filaments. Et à ces filaments qui se mettent dans la chevelure et qui deviennent même une partie, voire toute la chevelure. Donc voilà. Alors cette fois, c'est pas Kyoko, hein, c'est son antagoniste, mais vous l'aurez peut-être déjà reconnu. Et une dernière pour terminer. Ah, on n'est pas à ça près. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Non, ça y est, ça recommence à déconner. Ah. Bon bah écoutez, je l'ai pourtant, elle devrait être là. Celle-là je l'ai montrée. Celle-là je l'ai montrée. Ah oui, bah c'est la dernière. C'est la dernière, je ne l'avais pas, je l'avais oublié, je l'avais pas vue. Et donc dans cette dernière planche, qui est une double page, en fait là on voit, j'espère que je vous en montre pas trop, bouchez-vous les yeux. On voit Kyoko et on voit qu'elle est crucifiée. Et on voit bien donc tout ce fond sombre, étrange, inquiétant. Donc on voit bien là directement d'opposition bien mal et l'affrontement avec avec l'horreur cosmique. Voilà, je m'arrête là, hein, parce qu'après vous n'aurez plus besoin de le lire.